J'ai plaisir à vous retrouver après cet intermède de quelques jours pour poursuivre et terminer notre discussion sur le cas d'Adolf Hitler afin d'avoir le fin mot de l'histoire et tenter de percer à jour ce mystère vieux de 74 ans, donc pour savoir si, in fine, comme nous l'indique la version officielle, ce 30 avril 1945 à 14h30 à Berlin, dans son bunker, le Führer en compagnie de sa femme Eva Braun, qu'il venait d'ailleurs fraîchement d'épouser la veille, se serait bel et bien suicidé avec du cyanure et une balle dans le crâne pour Hitler, ou est-ce que finalement il a pris la poudre d'escampette et il a fui à l'étranger, notamment en Amérique latine? Vous avez bien compris hein, qu'en ce qui me concerne, je défends plutôt la thèse de la fuite, hein, sinon on ne serait pas en train de faire cette discussion-là. Alors, on va vraiment pas mal parler astrologie, vous verrez que ce sera en deux parties. Donc il y aura certainement une autre vidéo qui viendra derrière parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. On va bien sûr, pour être le plus complet possible, parler de la thèse de la mort. Et donc ce sera un sujet un peu lugubre, mais qui est nécessaire justement pour tenter de comprendre. Et donc nous allons parler, faire un petit rappel sur les significateurs de la mort en astrologie. Et ensuite, on va essayer d'appliquer ce qu'on a théorisé, le petit rappel dont je pense hein, beaucoup de passionnés connaissent les grands principes, donc sur des cas de mort, donc notamment par intoxication, puisqu'on nous parle dans la thèse officielle de cyanure, et également bien sûr des personnes qui se sont suicidées par balle, et puis également en annexe hein, d'autres personnalités, différentes personnalités connues du grand public, hein, qui se sont soit suicidées ou qui sont morts d'une manière accidentelle. Donc riche de ces enseignements, eh ben, on va pouvoir les transposer finalement au cas d'Hitler, donc pour voir si toutes les conditions sont réunies, si on trouve des similitudes, avérées ou pas. Hein, donc nous comparerons la structure du thème d'Adolf Hitler, donc pour savoir si on trouve des similitudes dans l'architecture, avec ceux notamment qui se sont tirés une balle dans la tête. On regardera bien sûr les conjectures, puisque nous avons la possibilité de monter le thème événementiel aussi de la journée du prétendu ou supposé suicide. Dans une seconde partie de vidéo, nous procéderons de même, mais cette fois avec la thèse de la fuite. On fera un rappel des significateurs astro de la fuite et on jettera un coup d'œil à 4 thèmes astro de personnalités qui ont réussi à fuir hein, de prison, notamment plusieurs hein, qui sont mondialement réputés pour l'art des grandes évasions. Donc j'ai sélectionné 4 thèmes de quatre champions, on va dire, de l'évasion qui ont défrayé la chronique pour voir si on trouve là encore des similitudes. Donc là, j'ai pris de prison, mais j'avais pas trop le choix. Parce que là, Hitler, il ne s'agit pas de sortir de prison, mais c'était comme une sorte de prison finalement, puisque l'armée rouge avait encerclé Berlin, donc la ville était bombardée. Donc j'ai essayé de faire au mieux pour trouver des similitudes. Alors commençons tout de suite hein, par un petit rappel des significateurs de la mort en astrologie. Donc on va faire hein, un petit survol des thèmes des personnalités décédées prématurément, donc pour en tirer, vous l'avez compris, les enseignements applicables à notre cas d'Adolf Hitler. Donc le thème natal donne déjà en lui-même hein, de précieuses indications sur les potentialités, bien sûr, dans la vie, par rapport à ses qualités, ses possibilités, ses atouts, et également ses failles, forcément, et également, vous avez pu le voir dans la première partie, à la fin de la première partie, on a notre ami Nicolas, hein, qui s'est basé sur le thème astral, le thème natal, pour essayer d'évaluer les possibilités de mort. Est-ce que ça correspond bien à la thèse officielle? Alors on regarde bien sûr les deux luminaires plus l'ascendant qui donnent ensemble des renseignements sur l'énergie vitale, hein, toutes les fonctions vitales, la vie organique, les pathologies possibles. Et puis vous regardez bien sûr la position en signe, en maison, les aspects reçus, ainsi que les maîtrises et le jeu des correspondances, donc qui donnent normalement de précieuses indications d'emblée sur les prédispositions de mort prématurée ou de longue vie. A priori, hein, quelqu'un qui serait d'un signe de terre et surtout un signe du Capricorne, les Saturniens de manière générale ont une énergie qui se consume plutôt très lentement, puisque Saturne, hein, c'est la planète de la vieillesse qui prédispose à une longue vie, c'est aussi Chronos, hein, qui est le maître de la temporalité. Alors par exemple un signe de feu, donc vous verrez, ça peut être un martien, un signe de feu, ou un sagittaire, un lion, un bélier par exemple, ou quelqu'un qui aurait Mars, le Soleil et Jupiter souvent valorisé, c'est des personnes qui ont vraiment une excellente vitalité, mais par contre qui ne vont pas s'économiser
et qui ont une énergie par contre qui se consume extrêmement vite. C'est des personnes d'ailleurs qui se plaignent jamais, qui sont toujours de bonne humeur, mais par contre le jour où il leur arrive une bricole, souvent c'est assez foudroyant. On peut rajouter également les Verseaux, les Uraniens qui sont plus prédisposés à des morts foudroyantes. Alors il s'agit bien entendu, je rassure les personnes qui m'écoutent qui sont de ces signes-là, ce sont des généralités, donc et puis c'est loin d'être exhaustif, c'est vraiment pour vous donner voilà, des grandes lignes directrices. Alors il y a aussi, on va regarder ce qu'on appelle les significateurs primaires, donc ils font une étroite référence à la notion de disparition du corps terrestre, et vous allez voir qu'il y a aussi des significateurs secondaires de la mort. Alors Saturne est appelé par les anciens le grand maléfique ou encore la grande faucheuse, donc cet astre est le correspondant de Chronos, le maître du temps dans la mythologie grecque, qui chronomètre et délimite le cycle de la vie. Alors Saturne symbolise aussi nos peurs, notre solitude face à la mort. En tout cas, même c'est vrai que si on est entouré à l'heure fatidique par nos proches, une fois qu'on est passé de vie à trépas, on est seul face à son créateur. Saturne représente d'une certaine façon aussi nos dettes karmiques si on se place dans le cadre de l'astrologie karmique. Alors il ne faut pas oublier bien sûr que chaque planète a un côté yin et yang, et que Saturne peut aussi symboliser l'économie des forces, la prudence, la sagesse, la retraite et aussi la connaissance et une certaine longévité, puisque Saturne représente aussi la prudence. D'ailleurs, tout à l'heure on a parlé à l'instant du Capricorne et de Saturne, on disait que justement les Capricornes et les Saturniens sont plutôt des gens qui s'économisent, qui ont une énergie en tout cas même de manière naturelle, sans forcément y penser, de manière spontanée, ils vont économiser leur énergie, quoi. C'est vrai que Saturne représente aussi la retraite quand on se retire un petit peu en haut de la montagne pour prendre cette image-là, pour écrire quelque part ses mémoires, méditer. Alors jusqu'à la découverte astronomique de Pluton dans les années 30, Saturne c'était vraiment l'élément céleste par excellence qui était étudié dans un thème pour comprendre cette notion de mort. Et puis vint enfin Pluton alias Hadès, comme vous le savez, le dieu souterrain des enfers et des ténèbres. Donc là c'est vraiment la planète de la mort, de la destruction, de façon implacable, même sans pitié. C'est aussi par contre Pluton une planète de combat lorsqu'on est au pied du mur dans une situation extrême où il s'agit de vaincre ou mourir. Pluton peut parfois aussi nous donner la possibilité de flirter quelque part avec la mort et d'en ressortir indemne pour revenir plus fort. Un peu comme le dit le vieil adage, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Il y a l'idée dans ce cas-là de régénération comme le mythe du phénix qui renaît de ses cendres. Donc la mort, dans ce cas-là aussi, on peut dire que Pluton peut avoir aussi un côté symbolique. Là, où on a une transformation de vie, où on se retire par exemple d'une fonction qui ne nous convient plus, on change d'apparence, on change de look. D'ailleurs, vous verrez, les plutoniens souvent peuvent complètement changer, se transformer, même, y compris physiquement, dans leur vie, à un moment donné. Alors là, souvent, c'est à la faveur d'un transit de Pluton. On parlera des transits forcément, puisque là, quand je vous parle de la fonction planétaire, je vous en parle en natal, mais également on garde les significations aussi pour les transits, forcément. Donc là, dans ce cas-là, c'est une mort symbolique, on change complètement, on se transforme, on change de métier, on change de pays. D'ailleurs, on passe parfois incognito. Si on a eu des difficultés, il y a des personnes qui ont des problèmes. Donc dans un pays ou dans une région, ils ont envie de changer de vie et puis ils ont envie d'être incognito. Donc là, ils mettent des lunettes, lunettes noires. Donc là, je vous dis ça pourquoi? Puisque forcément, ça va avoir une importance de garder ça à l'esprit quand on parlera de Adolf Hitler. Alors, faut pas oublier, donc Pluton, donc, qui est alias Hadès, chez les Grecs, possédait un casque qui lui permet de se rendre invisible. Donc là, ça c'est extrêmement important. Et puis vous savez que Pluton aussi a une passion pour l'occulte, pour tout ce qui concerne bien sûr la mort, le contact avec l'au-delà, mais également les filtres magiques, la sorcellerie, toutes ces choses-là. Et bien sûr aussi, d'une certaine manière, sans aller dans le côté extrême, tout ce qui tourne autour de la médiumnité, la voyance. Il faut savoir que Persée, dans la mythologie grecque, avait utilisé ce casque pour se rendre invisible après avoir terrassé et décapité la méduse. Pluton représente, on l'a rappelé à plusieurs reprises, la passion et la fascination, mais aussi cette fascination pour les pulsions morbides et également pour les mystères. Alors ça explique aussi pourquoi on a du mal à élucider les conditions
de mort de certaines personnes et qu'on est obligé de faire de l'investigation, on fait appel à des enquêteurs, à la police scientifique, qui vont faire des autopsies. Donc là, on va chercher la vérité, quitte à aller la chercher au fond d'un puits. Nous avons ensuite les significateurs secondaires de la mort. On a notamment Mars, alias Arès, qui dans la mythologie avait été blessé par Héraclès et Athéna, donc qui symbolise bien les blessures. Par extension, les accidents, les explosions, puisque Mars a une énergie explosive, une énergie feu. Donc c'est les collisions. Alors gouverneur du Bélier, donc qui justement est un signe de feu, donc on retrouve bien cette énergie de mort par exemple par le feu. Et là on peut regarder aussi, on pourrait parler des astéroïdes, l'astéroïde Hestia ou Vesta, divinité du feu sacré, donc qui pourrait venir aussi compléter. Alors Mars, ça peut aussi symboliser le combat, et selon certains aspects aussi le fait de courir très vite pour se sauver, puisque Mars représente aussi en astrologie médicale l'adrénaline. En fait, Mars c'est la planète du courage, de la bravoure, mais aussi selon certains aspects, avec d'autres astres et de la position, ça peut aussi symboliser la fuite. Donc là, je fais déjà une petite première incursion sur le volet d'après, où nous allions parler justement de ces significateurs de la fuite. Alors nous avons bien sûr Uranus, alias Uranos, qui est le dieu du ciel et de la foudre, qui provoque les morts subites, les morts brutales, inattendues, qui sont imprévisibles, qui provoquent un effet de surprise, une mauvaise surprise bien sûr, de la sidération, un véritable choc. Là on parle d'électrochoc, surtout quand on perd par exemple quelqu'un, un être cher, en pleine force de l'âge, et qu'on ne s'y attend pas. Quand on a quelqu'un qui est très âgé, qui est malade, bon, psychologiquement on s'y prépare. Mais là, Uranus est souvent les électrochocs où on se retrouve avec quelqu'un qui est vraiment très jeune, par exemple. Donc là, on peut avoir les électrocutions, tout ce qui tourne autour des problèmes de court-circuit, par exemple, avec le départ d'incendie. On a aussi les morts dans des avions. Alors par contre, Uranus, paradoxalement, peut aussi symboliser la libération par la mort, pour quelqu'un qui souffre vraiment de trop. Là, on peut avoir aussi la mise en scène dans le cas d'un suicide. Nous avons également Neptune, alias Poséidon, qui représente l'immensité des océans, comme vous le savez, puisque c'est le dieu des océans, les masses océaniques. Ça peut être aussi la mort, forcément, quand on parle d'océan, la mort par noyade, par exemple. Comme l'eau est incolore, c'est l'invisible aussi. C'est l'âme, c'est l'au-delà, c'est l'oubli, c'est parfois aussi la déprime. Donc je parlais tout à l'heure de mise en scène pour fuir justement une vie vraiment trop déprimante. Donc là, on peut avoir justement les deux aspects. On peut avoir Uranus, par exemple, affligé, et Neptune, à des différents éléments clés du thème. Donc là, on a cette personne-là qui veut, là aussi, fuir le monde réel qui lui est insupportable. Et là, donc, il va s'évader de son vivant dans des paradis artificiels, par exemple l'alcool, la drogue, les médicaments. Et donc, on a tout ce qui tourne autour des poisons, donc qui peuvent lui être fatals un jour, bien sûr, puisque à force d'en prendre, eh ben, le corps s'intoxique et donc on finit par mourir. Donc là, on a aussi, avec Neptune, les conditions de mort qui sont ici parfois nébuleuses. Donc là, c'est intéressant aussi à garder en tête, puisque Neptune, vous vous souvenez, dans le thème d'Adolf Hitler, et Pluton, d'ailleurs, on les retrouve dans la maison 8, la maison de la mort, ensemble. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a cette discussion-là, puisque les conditions de la mort sont, c'est le moins qu'on puisse dire, nébuleuses. Tout cet arsenal de significateurs, bien sûr, on peut en rajouter d'autres significateurs mineurs, comme par exemple Chiron, qui vous parle de guérison, mais qui peut aussi vous parler des blessures, des accidents. Alors il y a les astrologues karmiques qui regardent aussi la lune noire en signe et maison, avec la possibilité aussi de savoir par quel lieu, comment on sort, comment on entre et comment on sort de l'incarnation. Vous avez également la tête du dragon qui est très importante, qui vous parle bien sûr du but de la vie. Et donc on regardera, ça on l'a déjà dit dans la première partie, le fond du ciel, qui est également utile dans la mesure où il reflète aussi les conditions de fin de vie, puisque le fond du ciel, c'est l'équivalent de la maison 4, ça symbolise le foyer, ça symbolise le lieu de vie, la maison, mais aussi la dernière demeure. Vous avez bien sûr l'axe 6-12 qui vous parlera des problèmes de santé, des hospitalisations, des épreuves, des problèmes karmiques aussi pour la maison 12 liés à l'inconscient.
le monde de la sensibilité. Enfin, regardez aussi dans quel signe commence la maison 8, hein, qui est par définition la maison de la mort, du contact avec l'au-delà, des transformations, des crises, des servitudes, des dépendances, hein, de tout ce qui tourne autour des dettes, des héritages. Puisque quand on parle de dette d'ailleurs, on peut faire ce lien avec, on a nos agriculteurs qui sont endettés jusqu'au cou, qui se suicident justement à cause des dettes. Vous voyez, ou par exemple quand vous avez les traders ou borsicoteurs à Wall Street qui sont tous pourtant richissimes, donc là on retrouve bien la maison 8 par exemple qui peut être chargée où pendant une certaine partie de vie les personnes sont riches, puis après, hein, le jour où il y a un crash par exemple, où ils ont pris des risques, puisqu'il y a l'idée de risque avec la maison 8, avec Pluton, Pluton qui est l'almutène de la maison 8, qui est en analogie avec la maison 8, puisque Pluton c'est le maître du scorpion, donc dans ces cas-là, ben, vous avez ces personnes-là qui vont se suicider. On en a eu pas mal à Wall Street en 1929, hein, ce fameux jeudi noir qui se sont jetés du haut des buildings, et puis sans doute aussi, même très certainement, en 2008. Donc avoir par contre hein, une maison 8 chargée, ça ne veut pas dire d'emblée qu'on va mourir, hein. Je tiens à vous rassurer, justement, c'est aussi pour ça que je voulais faire ce petit rappel. Je voulais même le faire dans une vidéo annexe, mais bon, voilà, je le fais comme ça très sommairement. Là, voilà, pour mettre tout le monde aussi à niveau, j'essaye toujours de penser à ceux qui maîtrisent complètement l'astrologie et ceux qui découvrent. Donc voilà. Donc là, forcément, hein, si vous avez une maison 8 chargée, il faut surtout pas tout de suite vous inquiéter. J'ai déjà eu plein de messages comme ça m'indiquant, oh là là, je vais mourir, mon père va mourir, etc., etc. La maison 8 peut aussi être l'indice de charisme, de prérogatives importantes, d'argent, de sex appeal, de choses comme ça. Je vais vous donner quelques exemples, comme ça va peut-être vous rassurer. Par exemple, si vous avez un soleil en maison 8, donc il faut savoir par exemple que JFK, donc John Fitzgerald Kennedy, Robin Williams, qui nous ont quittés prématurément, ou Bernard Loiseau, ont effectivement un soleil en maison 8. Mais vous avez par exemple Monica Bellucci, vous avez Nicole Kidman, vous avez Demi Moore, vous avez Ségolène Royal, vous avez Laetitia Casta, vous avez John Travolta, vous avez surtout Sir Sean Connery qui a 89 ans, donc qui est toujours en vie, donc forcément, bon, il arrive à un âge maintenant où on commence vraiment à être plus proche de la fin que du début, c'est certain. Mais donc vous voyez bien hein, qu'il y a... ça ne veut pas dire que vous allez mourir prématurément. Si vous avez la Lune en maison 8, donc vous l'avez comme Jean-Jacques Goldman, comme Bill Clinton, comme Isabelle Boulay, comme Dustin Hoffman, comme Patrick Poivre d'Arvor, comme Francis Lalanne, comme Jerry Halliwell, comme Chimène Badi par exemple, ou Patricia Cass encore, hein. Donc vous voyez, en fait, ça peut aussi être l'indice, la maison 8, c'est aussi l'indice de charisme, de sex appeal, aussi d'argent aussi, les gens qui peuvent avoir aussi une certaine fortune, hein. Si vous avez Mercure en maison 8, là aussi inutile de vous alarmer, de vous dire ah, je vais mourir jeune, comme Gérard Philippe par exemple qui s'est éteint à 37 ans, ou encore Bernard Giraudot qui s'est éteint prématurément à 63 ans, puisqu'on a par exemple Jean Marais qui a vécu quand même jusqu'à 83 ans, on a Sacha Distel qui a vécu 71 ans. Donc ce sont des personnes qui ont tout un Mercure en maison 8. On a même d'ailleurs Sharon Stone, donc, qui a eu des problèmes de santé, qui a eu un AVC, et puis qui a réchappé à la mort. Voilà, donc vous avez Eddie Murphy. Tiens, Eddie Murphy d'ailleurs, qui par contre lui a perdu, il n'y a pas très longtemps, son frère. Et là, on a bien l'idée, avec Mercure, de fraternité, hein, donc la fratrie. Donc là, vous pouvez rajouter Carole Bouquet, Emmanuel Seigné, voilà, ce sont toutes des personnes qui sont en vie. Eux-mêmes, hein, avoir Vénus en maison 8, donc effectivement, on connaît parmi les personnes connues du grand public, hein, j'ai pas la liste complète, hein, mais voilà, j'ai par exemple Jacqueline Kennedy qui s'est éteinte à 65 ans. Donc c'est vrai que c'est un âge quand même qui est plutôt jeune. Mais après, vous avez des personnes comme Jeanne Moreau qui nous ont quittés à l'âge avancé de 89 ans quand même. Ou même Coco Chanel, qui pourtant fait partie d'une génération où on n'était censé pas vivre très longtemps, qui est quand même qui est décédée à 88 ans. Puis vous avez toujours notre Catherine Deneuve nationale, donc 76 ans. Voilà, on a également Zazie, on a là, bah, forcément ils sont plus jeunes, hein, on a Dominique de Villepin, on a, j'ai noté Patrice Laffont, Lambert Wilson. Voilà, donc la liste n'est pas exhaustive bien entendu. Si vous avez Mars en maison 8, hein, inutile de vous alarmer non plus et de vous dire je vais finir ma vie prématurément comme Steve McQueen par exemple qui nous a quittés à l'âge de 50 ans ou Johnny Hallyday à 74 ans, bien que 74 ans soit déjà un âge relativement avancé, mais ça reste
encore jeune, de nos jours, c'est en dessous de l'espérance de vie moyenne, mais c'est vrai que Johnny Hallyday, par exemple, a brûlé la chandelle par les deux bouts. Alors, je connais pas, moi, la biographie de Steve McQueen, mais je sais qu'il était fan de moto, par exemple, hein. Donc, c'est quelqu'un on a bien cette relation-là avec Mars, hein, qui aime aussi prendre des risques. D'ailleurs, on retrouve chez Sylvester Stallone, qui est encore en vie, donc 73 ans, et qui a beaucoup joué dans des films d'action avec des tirs à tout va, des explosions de partout, hein, des films à risque. Là, on retrouve bien Mars, hein. Puis on a Julio Iglesias qui a 76 ans et qui est toujours en vie, par exemple. Alors on peut rajouter Kim Basinger, on peut rajouter Carla Bruni, on peut rajouter Bruce Willis. Tiens, d'ailleurs Bruce Willis aussi qui a joué dans pas mal de films d'action. Là on retrouve bien encore Mars, hein, donc qui aime bien prendre des risques. Mais là vous voyez, on le retrouve dans les films. C'est aussi ça qu'il faut garder en tête, c'est que le thème astral aussi, peut-être, c'est des potentialités. Et chez les acteurs, c'est là où c'est intéressant, c'est que les acteurs ont la chance de pouvoir jouer en une seule et même vie plusieurs rôles finalement de composition où ils peuvent finalement vivre une partie de leur thème astral sans forcément justement se retrouver dans des conditions extrêmes. Donc c'est là aussi où c'est très intéressant de se dire que il faut pas tirer de conclusions trop hâtives non plus, il faut garder une extrême prudence et il faut vraiment recouper de nombreuses sources, ça c'est selon moi bien sûr, avant vraiment de tirer des conclusions hâtives, hein. Vous avez Jupiter en maison 8, donc on a Grace Kelly par exemple qui est partie très tôt à 59 ans, mais vous avez Roger Moore qui s'est éteint il n'y a pas très longtemps, à l'âge quand même avancé de 90 ans, vous avez Liz Taylor 79 ans, vous avez Eve Ruggieri qui est encore en vie et qui a 80 ans, vous avez Clint Eastwood qui a 89 ans et qui vit toujours, tout comme Tom Selleck, 74 ans, après on peut rajouter Bernard Tapie d'ailleurs qui a réchappé donc d'un cancer et qui a 76 ans. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas vous inquiéter. C'est vrai que Jupiter a normalement ce rôle plutôt protecteur, hein. Avec Saturne, hein, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit: «Ouais, là, j'ai Saturne en maison 8, au secours.» Donc c'est sûr que si vous regardez le thème de Che Guevara, donc vous vous dites: «Tiens, il a Saturne en maison 8, il est mort à 39 ans», ou Edith Piaf, par exemple, à 50 ans, ou Richard Burton à 59 ans. Mais vous avez par exemple Sigmund Freud qui a vécu jusqu'à 83 ans et qui est d'ailleurs ascendant Scorpion, hein. En plus, je crois que c'est même sûr, hein, Sigmund Freud il s'est même suicidé avec l'aide d'un autre médecin, donc ça veut dire qu'il aurait pu vivre encore plus longtemps. Donc vous avez Vincent Cassel par exemple, hein, donc, qui est encore en pleine force de l'âge, Michael Douglas, hein, qui sont encore en vie, vous avez Julianne Moore ou Anne Sinclair qui sont porteurs et porteuses de Saturne en maison 8. Le cas d'Uranus en maison 8 est souvent le plus épineux, parce que là on retrouve, c'est vrai, pas mal de personnalités qui nous ont quittés prématurément, on va pas se cacher, hein. Donc vous avez par exemple Marilyn Monroe, Dalida, Lady Di, d'ailleurs on verra les thèmes tout à l'heure, Jean-Luc Delarue, Mike Brandt, Brandon Lee. Mais vous avez aussi donc des personnes comme Gwyneth Paltrow qui sont encore en vie. Vous avez Alain Delon, hein, qui a un âge avancé, qui a bien Uranus en maison 8, hein. Donc il ne faut pas non plus, là aussi, vous inquiéter. Il faut regarder vraiment l'ensemble du thème et ne pas tirer de conclusion, encore une fois, trop hâtive. Neptune en 8, maison 8, donc vous avez Whitney Houston, c'est vrai, qui s'est éteinte à 48 ans. Vous avez Karen Cheryl, par contre, qui vit encore. Vous avez George Clooney également. Vous avez Thierry Lhermitte. Vous avez Philippe Candeloro. Vous avez Laurent Voulzy. Donc là aussi, c'est pareil. On peut rajouter Michel Larocque. Donc là, pareil, on ne peut pas dire que si on a Neptune en maison 8, eh ben, qu'on va avoir une mort prématurée. Pluton, comme ça, on les aura vraiment tous faits. Alors forcément, Pluton en maison 8, la maison de la mort dans son domicile. Donc là, vous avez quelques cas effectivement épineux, comme le cas de Bruce Lee, par exemple, qui est mort à 33 ans. Vous avez par contre voilà, Elvis Presley également, donc 42 ans. Après, pour le reste, hein, on a des personnes qui sont encore en vie. Vous avez Marlon Brando, par exemple, hein, qui a vécu jusqu'à 80 ans, donc qui est bien Pluton en maison 8. Vous avez Chuck Norris, d'ailleurs je parlais de Bruce Lee et Chuck Norris sont de la même génération, hein, donc Chuck Norris 79 ans qui vit encore. Vous avez Oprah Winfrey, vous avez Raquel Welch qui a vécu jusqu'à 78 ans, Oprah Winfrey qui est encore en vie qui a 65 ans. Vous avez même Cary Grant, hein, de la mort aux trousses qui a vécu jusqu'à 82 ans, qui fait partie d'une génération
ancienne. Donc voilà, vous venez de le voir, hein, il faut rester prudent. Donc quand on a à chaque fois un astre en maison 8, un ou plusieurs astres en maison 8, il ne faut pas tout de suite conclure. Donc on va avoir un destin tragique nécessairement. Ensuite, jeter un coup d'œil à un premier cas, qui est le cas de James Dean, 8 février 1931 à 9 h, donc qui est Verseau ascendant Bélier. Donc vous voyez déjà le thème général est assez accidenté, avec plusieurs terrains de fragilité, là vous le voyez, à travers tous les aspects, notamment en ligne rouge et en pointillé. Donc vous avez à chaque fois des terrains de fragilité, notamment en signes cardinaux, en signes fixes également, avec Lune carré à Mars, donc Scorpion-Lion. Vous avez également en signe mutable avec Neptune, semi-carré à Pluton. Ici, là, c'est en tout petit. Et sexy-carré à Saturne également, hein. On voit ces pointillés-là. Donc là, en fait, on a plusieurs terrains de fragilité. Vous avez vu, signes cardinaux, signes fixes et signes mutables. Donc vous voyez que c'est un uranien. Donc là, j'ai pris cet exemple-là parce que Adolf Hitler, effectivement, est uranien aussi. Donc uranien du Bélier avec une conjonction tête du dragon opposée justement, hein, au descendant et carré d'ailleurs au milieu du ciel et fond du ciel. Donc vous avez un soleil conjonction lune noire en Verseau. On n'a pas de planète par contre en maison 8, mais on a par contre la cuspide qui démarre en Scorpion. Donc Pluton, maître, hein, se retrouve, le maître, hein, du Scorpion se retrouve en maison 4 par contre, hein. C'est-à-dire au fond du ciel, justement, hein, opposé à Saturne. Donc là, on retrouve bien nos deux significateurs principaux. Donc là, on a vraiment ce qu'on peut appeler vraiment une surabondance de critères, voilà, de fragilité, si vous voulez, hein. Et puis on a, donc avec Uranus, valorisé à son ascendant, c'est-à-dire qu'il y a cette opposition-là à Saturne, et également avec Uranus, donc qui prédispose à des morts brutales. On a l'opposition Mars à Mercure, hein. Donc Mars, d'ailleurs, en maison 5. Et c'est vrai que James Dean, hein, en fait, s'est tué en voiture. Donc là, on a bien la passion, puisqu'il avait une grande passion pour les voitures. Donc là, on est bien dans la maison de la passion, dont l'almutène, d'ailleurs, la maison 5, c'est le soleil, hein, d'ailleurs, justement. Et donc, James Dean est mort le 30 septembre 1955. Je vous laisse visualiser la carte, et je vais vous donner les explications après directement sur sa carte du ciel. Toujours là, le Soleil est en balance, et on a un amas en fait, on a Mercure, Vénus, Neptune, hein, qui sont en balance à ce moment-là, en 1955, ce funeste 30 septembre. Donc ils s'opposent, hein, à Uranus justement, et en fait qui active toute cette partie-là, d'accord. Donc on a en fait une attaque en signe sur l'axe cardinal. Ça forme en plus une dissonance avec Uranus qui débute en fait au tout début de son transit en Lion. C'est-à-dire qu'en 1955, on a Uranus, hein, qui était en Lion, mais au tout début, pile poil sur sa Mars natale, en fait, hein. Donc en Lion, on retrouve justement également Jupiter, Pluton, et il y avait Jupiter-Pluton également en Lion, carré à Saturne, qui était en Scorpion. D'accord. Donc là, on a finalement également une prise en tenaille avec les signes fixes, hein, où on a vu tout à l'heure le terrain de fragilité. Et Pluton, cette année-là, en fait, il était sur le point d'entrer en Vierge. Hein, on avait en fait Pluton qui était vraiment à la fin du signe du Lion, qui allait entrer en Vierge, avec en plus un tête du dragon, lune noire, donc en Sagittaire, puisqu'on avait une tête de dragon, lune noire, pour attaquer en fait l'axe mutable, c'est-à-dire qu'en fait, on a bien là cette surabondance de terrains de fragilité, plus attaque de concert sur ces terrains de fragilité, d'où les accidents. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette mort encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'était un acteur de légende. D'ailleurs, on retrouve bien Uranus, hein, Uranus, maître du Verseau. Donc on parle de théâtre, on parle d'acting. En tant qu'acteur, c'était quelqu'un qui suscitait une grande passion, avec Mars d'ailleurs dans le signe, hein, du Lion, donc l'axe Verseau-Lion, d'ailleurs qui était valorisé à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé. Ça a été ça a sidéré le monde entier, et donc ça a été forcément mis en évidence à travers les médias. On peut jeter un coup d'œil aussi au thème de Paul Walker, qui nous a quittés aussi assez récemment, c'était le 30 novembre 2013, c'est quelqu'un qui est du signe de la Vierge, ascendant Vierge, du 12 septembre 1973, donc il y a beaucoup, comme vous pouvez le constater, beaucoup d'aspects négatifs. Il a une maison 8, pourtant non chargée, mais qui commence en bélier. Mais là encore, il y a 3 terrains de fragilité, donc là je vous laisse vraiment vous-même analyser. On a notamment un Saturne-Pluton aussi. On a une dissonance Saturne-Pluton, donc les deux grands significateurs de la mort.
finalement, comme James Dean. Voilà, hein. Donc là, je vous laisse faire, regarder par vous-même, mais vous verrez, il y a beaucoup de similitudes. À chaque fois, on retrouve, hein, le même principe. Petit coup d'œil également sur le thème de Lady Diana, née le 1er juillet 1961 à 19h45, cancer ascendant Sagittaire. Donc il y a un soleil qui est en maison 7, donc qui forme plusieurs sexy-carrés, semi-carrés à la Lune, Vénus, et on a également Uranus. Donc on a la Lune en Verseau, en maison 2, sur l'axe 1, 2, 8, d'accord, qui forment des oppositions directes à Mars, hein, symbole de l'accident, et Uranus, hein, de la brutalité dans les accidents. Donc on a d'ailleurs sa maison 8 qui est extrêmement chargée, comme vous pouvez le constater, qui débute en Lion. Hein, on a Mars, Uranus qui encadre la tête du dragon en maison 8. On a Mars, maître du bélier, où débute justement, hein, la cuspide de son fond du ciel, donc qui symbolise bien la fin de vie, dont on retrouve bien Mars, le maître du bélier, on le retrouve bien ici, hein, d'accord. Donc ajoutons en fait les terrains de fragilité en signe fixe avec Neptune, donc en Scorpion, mauvais aspect à Jupiter en Verseau. Donc là, on a encore une fois, finalement, plusieurs terrains de fragilité, hein, si vous regardez bien, puisqu'on a un petit peu de Vierge aussi, parce que dans sa maison 8, en fait, il y a un démarrage en Lion, mais ça se poursuit aussi en Vierge. Donc ça veut dire qu'elle a un terrain de fragilité également en signe mutable, avec en plus son ascendant. D'accord. Donc là, on a bien la triptyque cardinale fixe mutable, hein. Le jour de sa mort, c'était le 31 août 1997, hein. Beaucoup de monde s'en souvient. Et donc là, je vous laisse jeter un coup d'œil à la carte du ciel et on revient sur sa carte pour faire l'explication. Ce jour-là, ben, on avait un soleil en Vierge, tête du dragon également, conjonction lune noire, dans sa maison 8 en plus, hein, d'accord. Donc non seulement en Vierge, mais dans sa maison 8, avec Mercure également en Vierge. Donc tout ça en maison 8, pris en sandwich par Pluton céleste en 12, d'accord, qui était au début du Sagittaire. Donc là, on a l'axe mutable, finalement, qui est attaqué par le funeste Pluton dans sa maison 8. Donc là, la lune du jour, elle était en Lion. Donc le Lion, encore une fois, ben, on a la maison 8, hein, bien sûr, qui est mise en valeur, qui met en valeur le caractère tristement spectaculaire d'une femme très en vue, d'une princesse, hein, qui a un caractère qu'on peut relier au caractère nobiliaire, puisqu'elle avait ce titre-là, avec Uranus, hein, qui était également donc, en Verseau. Hein, on était au tout début du Verseau avec Jupiter qui était de retour, hein, dans son signe en Verseau. Donc là, on a à nouveau, on avait en plus un carré de Mars en Scorpion à ce moment-là. C'est-à-dire que Mars, en fait, séjournait dans sa maison 10 en Scorpion, et donc appuyait en fait sur ce terrain de fragilité-là, puisqu'on avait une prise en sandwich, là encore une fois, Uranus-Jupiter, pris en sandwich avec Mars en Scorpion. Donc on peut rajouter également, donc on avait Saturne en Bélier. Saturne qui était en Bélier au carré de son Soleil, donc en Cancer. Opposé en plus à Vénus, qui symbolise la princesse, hein, d'ailleurs qui elle a un Soleil en 7. Et donc ça veut dire que l'almutène de la 7, c'est bien Vénus justement, hein. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le cas de Lady Di. Le cas maintenant de Claude François, 1er février 1939 à Ismaïla en Égypte. Donc sa date de naissance, donc il est Verseau, ascendant Capricorne, avec vraiment une cuspide tout à la fin du signe du Capricorne. Hein, il a un soleil lune noire, comme James Dean, d'ailleurs en Verseau comme James Dean, carré à Uranus. D'accord, on voit bien le carré à Uranus, hein, qui était en Taureau. Sexy carré à la Lune, c'est-à-dire qu'en fait on a le Soleil qui n'est pas en bel aspect avec sa Lune. Le Soleil, les deux luminaires en fait sont pas en bon aspect. Le tout en fait un carré, Soleil carré au milieu du ciel, tête du dragon en Scorpion, avec une opposition avec fond du ciel. Hein, on a bien Uranus qui est valorisé en fond du ciel, qui est certes en 3 mais qui est valorisé ici. Hein. Donc, et on a également Neptune en maison 8 cette fois-ci, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas cité tout à l'heure dans les exemples que je vous ai donnés. Le tout, un carré à Vénus, donc carré à Vénus, mais également carré à la Lune, hein, cette fois-ci en signe mutable. Donc là, encore une fois, hein, on retrouve bien tous les terrains de fragilité qui sont concernés.
Donc c'est vrai qu'on peut dire que Mercure valorisé avec opposition à Pluton, Mercure d'ailleurs explique bien son physique fluet. Mercure c'est aussi la planète de la communication, la planète du champ, et donc qui est valorisé, tout comme Pluton d'ailleurs, qui lui donnait beaucoup de charisme vis-à-vis des autres, beaucoup de force, voilà, une puissance, et également beaucoup d'exigence aussi avec le côté Capricorne. On dit que c'était quelqu'un qui était très dur au travail. C'est malheureusement électrocuté le 11 mars 1978, donc je vous laisse visualiser la carte du ciel. Donc comme les autres, à chaque fois, vous voyez, elle est très accidentée, et vous pourrez comparer, à chaque fois, ça appuie là où ça fait mal. Alors ce jour-là, on avait bien sûr un soleil qui était dans le signe du poisson, on avait un Mars qui était dans le signe du cancer, carré à Pluton, tête du dragon en balance, puisqu'on avait à cette époque-là, en 78, on avait encore Pluton qui était dans le signe de la balance, donc sur son axe, donc on retrouve bien l'axe en fait 6, 12, qui est attaqué quelque part, puisqu'on a Mars qui est en cancer, donc en 6, et donc qui englobe en fait tout l'axe ascendant-descendant quelque part. C'est-à-dire que même si on avait Mars ici, on a bien une activation de Mercure-Pluton, un Capricorne-Cancer, avec Mercure-Pluton plus Saturne, qui l'a lui en natal en Bélier, qui reçoivent à ce moment-là, ce jour-là, Mercure, Vénus et Lune du jour. C'est-à-dire qu'en fait, le jour même, on avait en Bélier Mercure, Vénus et Lune du jour. Donc, et puis on avait aussi attaque en signe fixe, puisque Uranus, en 78, était bien au milieu du ciel, en Scorpion. Donc là où on retrouve en milieu du ciel, tête du dragon, où on a exposé tout à l'heure tous ces terrains de fragilité avec l'opposition à Uranus. Et on avait Saturne en Lion aussi. Vous voyez, à nouveau encore un carré. Et puis on a bien sûr attaque en signe mutable, avec Soleil en Poisson, donc on l'a dit, et on avait Neptune qui était en Sagittaire, et Jupiter qui était en Gémeaux. Donc là, on a bien l'activation, d'ailleurs, sur sa maison 8 qui attaque, sa maison 8, les terrains de fragilité donc on a défini tout à l'heure. Dans les cas de suicide par empoisonnement, donc on avait le cas d'Alida, donc qui s'était suicidée, donc qui était née le 17 janvier 1933 à 21h au Caire en Égypte. D'ailleurs, elle est née quelques jours avant l'ascension d'Hitler. Donc son soleil était en Capricorne. Donc là, vous vous retrouvez ici. Donc ici en bas de l'écran. Avec une quasi-conjonction à Saturne. Par contre, Saturne qui est en Verseau, mal aspecté à Uranus et Neptune. D'accord. Donc on voit en fait qu'il y a plusieurs aspects dissonants, voilà, à Uranus et Neptune, et également à Pluton, puisqu'il y a une opposition. Donc là, alors là, c'est la totale. D'où les drames aussi qu'elle a eu avec son mari, puisqu'on a un soleil, donc voilà, mal aspecté avec tous ces trois mastodontes. Plus Mercure, qui est le maître de son ascendant, donc ascendant Vierge, qui est mal aspecté. Et puis on a surtout Neptune-Mars, puisqu'elle est neptunienne. D'ailleurs, on retrouve ça chez Marilyn Monroe aussi. On aurait pu étudier le thème de Marilyn Monroe. En ce moment, on a Britney Spears, par exemple. Moi, je ne dis pas, attention, qu'elle va mettre fin à ses jours, mais elle a également Mars-Neptune en Vierge. Donc c'est pour ça qu'elle n'était pas très bien en point. J'ai fait un papier là-dessus, sur les Sagittaires, etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, ces deux-là, ensemble, en plus qui encadrent son ascendant, expliquent aussi sa fragilité psychologique, sur un plan psychologique, et surtout qu'on a Neptune en maison 12. Donc là, c'est vrai qu'elle était sujette à la déprime, et pour cause aussi, puisque tout concorde, puisque sa vie aussi, elle avait beau être une grande chanteuse, elle avait beau avoir la gloire, avoir les passions avec les maris, etc., mais elle a eu aussi beaucoup, beaucoup de drames dans sa vie. Et puis elle a un Mars aussi, c'est 6 carré à Saturne également. Si vous regardez bien, vous verrez les petits pointillés là. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça, c'est des terrains de fragilité aussi. Et puis on a également le milieu du ciel qui a la lune noire. On a la lune en balance, donc qui est ici. Donc qui forme un aspect négatif également à Vénus et également à Mercure. Sur l'axe Uranus, on a tout ça sur Uranus, qui est en bélier d'ailleurs, qui est en maison 8. Là, on retrouve bien, cette fois-ci, notre maison 8 dont on a parlé tout à l'heure. En plus, elle fait partie de cette génération-là des années 30, et dans les années 30 avec justement ce fameux carré Uranus-Pluton. C'est le carré de la grande crise, justement. Donc elle a mis fin à ses jours le 3 mai 1987. Donc là, je vous montre tout de suite la carte du ciel.
La carte du ciel, donc du 3 mai 1987, donc comme ça vous pouvez la visualiser, et je vous fais l'explication à l'intérieur du thème astral de Dalida. Le soleil du jour, bien sûr, était en taureau, en plus il était encore en 8, hein, il était à 12 degrés, maison 8, donc on a cette opposition à Pluton, puisque Pluton, en fait, à cette époque-là, était en Scorpion, hein, d'accord, dans 87. On avait encore Pluton qui était en Scorpion, donc on avait une grosse attaque, en fait, sur sa maison 8, avec une dissonance à sa Saturne. Donc là, on a bien Saturne qui était en Verseau, parce qu'elle fait partie de cette génération-là, et Soleil, puisque le tout est englobé, en fait, hein, on l'a vu dans l'explication sur son thème, les terrains de fragilité. On avait un Mars qui était en Gémeaux, on avait Saturne, Uranus, qui était à cette époque-là, en 87, toutes les personnes qui sont nées dans la génération 87 ont bien une conjonction Saturne-Uranus qui attaque les éléments vierges, qui attaque ce gros terrain de fragilité. C'est-à-dire que là, on a une prise en tenaille, Mars en Gémeaux, Saturne-Uranus qui attaque, hein, donc le côté vierge, justement, là où elle était hyper vulnérable finalement, hein. Puis on a bien sûr cette attaque-là sur le milieu du ciel avec la lune noire. Hein, on avait Jupiter-Vénus à l'époque en bélier. Bélier, donc Jupiter-Vénus, c'est vrai que c'est le symbole de la vie, plus tête du dragon céleste en 8. Donc là, on avait la totale, sa maison 8 qui était chargée. Le tout dissonant à Neptune en Capricorne, puisque Neptune, à cette époque-là, était encore en Capricorne, avec une lune noire du jour, lune noire du jour en Cancer. Voilà, donc en opposition à Neptune céleste. On a son soleil en Capricorne, hein, donc c'est son soleil natal. Donc là, ça active en fait tous les aspects, les mauvais aspects en cardinaux. Donc avec tout ça, bah forcément, vous voyez, encore une fois, on a une attaque de tous les côtés. C'est-à-dire qu'on a terrain de fragilité sur tous les axes, cardinaux, signes fixes et signes mutables. Et à chaque fois, on a la même chose. Vous voyez, donc on va continuer. C'est intéressant de prendre plusieurs cas, puisque quand on fait, alors là, normalement, il faudrait faire une étude d'une centaine de cas, voire beaucoup plus, pour que ce soit probant. Mais bon, on n'a pas le temps de faire tout ça. Même là, je pense que je vais déborder par rapport au programme, ou en tout cas l'articulation. Je vous avais dit qu'on ferait 2 vidéos. Je pense qu'à mon avis, on en fera beaucoup plus, parce que j'ai étudié d'autres cas. Et bien sûr, des cas qui sont beaucoup plus, qui se rapprochent beaucoup plus, hein, de ceux de Adolf Hitler, c'est-à-dire de se tirer une balle. Donc on va continuer. Le cas maintenant de Whitney Houston, donc 9 août 1963 à 20h55, donc elle est née à New York, elle est Lion, ascendant Poisson, avec d'ailleurs cette génération-là a ce terrain de fragilité, hein, donc Soleil carré à Neptune, en plus elle a la Vénus, et en plus elle a l'opposition, hein, à Saturne, donc là elle a double fragilité, hein. Donc en plus elle a Saturne, elle, en maison 12. Donc là, c'est ce qu'on appelle une fragilité, double fragilité en signe fixe, hein. Donc là, c'est quand même assez fort, si vous voulez, hein. La Neptune, en plus, en maison 8. Hein, donc ça, c'est une fragilité de naissance. Donc en plus, c'est en Scorpion, Scorpion qui est le signe de la mort, gouverné par Pluton, Pluton qui est valorisé en Vierge, parce qu'elle a une conjonction. Elle a Pluton-Mercure. Alors, Claude François, lui, il avait Mercure opposition Pluton. Chez Whitney Houston, vous voyez, on retrouve bien la voix, on retrouve bien le charisme, hein, aussi dans la voix, avec la maison 7 ou le descendant qui est valorisé. Donc là, on a bien Mercure-Pluton, valorisé en Vierge, donc qui explique aussi le charisme dans la voix, avec Pluton, avec ce grain de voix très groovy, avec une puissance vocale inégalable. Et puis on a également Uranus, hein, qui est pas très loin aussi, qui encadre aussi, et qui permet en fait ces modulations. C'est incroyable, variation et modulation de fréquence. D'ailleurs, on retrouve la même chose chez Maria Carey. J'ai publié là récemment, elle a fait un défi, elle a relevé un défi, je crois, c'est de parvenir, rien qu'avec sa voix, j'ai vu l'image, c'est assez impressionnant, donc d'enlever un bouchon de bouteille. Voilà, donc là vous pouvez le retrouver, je crois, sur internet, je l'ai partagé sur Facebook. C'était juste une petite aparté. Donc on a bien en fait, hein, aussi, j'ai oublié de dire, hein, donc on a bien le Soleil en Lion, Vénus, hein, c'est symbole, hein, de la diva, c'est le symbole vraiment des grands artistes, hein. C'est vrai que là, elle était à la fois belle et en même temps, elle avait
elle avait aussi ce côté, cette prestance qui lui permettait de rayonner, donc autant dans la voix que par son physique. Alors Uranus en revanche, donc on voit, il est sexy carré, donc à la Lune, Jupiter en Bélier, en opposition à Mars qu'elle a, elle, en Balance. Donc après les signes fixes, immutables, donc là on a terrain de fragilité cette fois-ci en cardinal, c'est-à-dire que là on a encore une fois la triptyque. On a quitté à la suite d'une overdose, donc le 11 février 2012, donc on nous parle aussi d'un suicide. Donc voilà, vous avez la carte du ciel pour que vous puissiez la visualiser. Ce jour-là, eh ben, le soleil il était en Verseau, dans sa 12. On avait Soleil, Mercure, Neptune, puisque Neptune, en fait, en 2012, le 11 février, il terminait sa course en Verseau. Donc il attaque sa maison 12, qui était déjà fragile. Donc ça, on l'a vu. Donc là, on a bien l'attaque sur les signes fixes. Et puis on avait Jupiter qui était en Taureau, en plus, pour couronner le tout. Non seulement donc on avait ces éléments-là, mais en plus, souvent, en fait, on a ce qu'on appelle, ce que j'appelle, prise en sandwich. Donc une conjonction, en plus on avait Jupiter conjonction Lune noire, opposition à Saturne qui était vraiment à la toute fin du signe de la Balance. C'est-à-dire qu'en fait qui s'apprêtait à entrer en Scorpion. Et en fait dans ces cas-là, il y a souvent ça englobe, quand ça s'apprête à entrer dans un nouveau signe, c'est comme si en fait ça activait déjà, puisqu'on avait vraiment Saturne à 29 degrés. 29 degrés et des poussières. Donc là, on a bien également Saturne qui s'apprêtait à finalement créer un carré sur l'axe signe fixe, quoi. Donc là, on a bien encore une fois donc ces terrains de fragilité. On avait la lune du jour d'ailleurs qui activait donc le terrain de fragilité cette fois-ci en signe cardinal avec le carré Uranus-Pluton, puisque Uranus était en bélier, puisqu'on a bien eu pendant toute la période depuis 2011, 2010, 2011, 2012 jusqu'à 2018, 2019, on a bien eu ce carré Pluton, Uranus. Uranus qui est maintenant en ce moment est en Taureau, mais à l'époque, il était bien en Bélier. Donc là, on a bien ce carré-là qui active le terrain de fragilité, donc sur cet axe-là. Donc voilà, encore une fois, on retrouve bien la triptyque. Rapidement, le thème de Bruce Lee, Sagittaire, ascendant Sagittaire. Donc là, on voit très clairement le gros terrain de fragilité avec ce gros amas en Scorpion, donc avec Vénus, Mars, Lune, Mercure, Mercure en plus en 12. On retrouve bien Jupiter, Lune noire, Saturne. Donc on a en Taureau et on a même Uranus, mais cette fois-ci qui est en 6. Donc là, on a bien ce gros terrain de fragilité notamment. Et puis on a également, bien sûr, Pluton qui est en maison 8 et qui attaque aussi donc, cette partie-là en fixe, en signe fixe, doublement, avec le Taureau, bien sûr, et également le Scorpion. Ça, c'est déjà une première chose. Et puis, on a également un autre terrain de fragilité, c'est en mutable avec ce mauvais aspect donc de Neptune, qui est culminant avec Saturne, tête du dragon. Voilà, donc le 20 juillet 1973, donc je ne vous montre pas la carte du ciel, vous la retrouverez par vous-même, c'est vrai que le temps court vite. Donc on avait un soleil Mercure en 8 qui s'apprêtait à entrer en Lion. Donc c'était le 20 juillet. 20 juillet, donc on avait bien le soleil qui s'apprêtait à entrer dans le signe du Lion, mais qui était déjà en 8. On avait Jupiter en Verseau. Jupiter en Verseau comme avec Lady Diana. On avait Saturne qui flirtait avec la fin du Gémeaux. Donc c'est-à-dire qu'en fait qui était vraiment vers la fin, donc qui était sur sa 6. Et on avait Pluton et Uranus, donc qui formaient, qui était en Balance, donc qui était pas loin de sa tête du dragon. Le tout en fait, opposition, on avait Mars, donc opposition à Uranus, Uranus qui était en Balance. Donc voilà un peu là aussi avec Bruce Lee, c'est pareil, c'est assez évident aussi, puisqu'on retrouve bien tous ces terrains de fragilité qui sont activés. Vous prenez le thème de Jean-Luc Delarue, le regretté Jean-Luc Delarue, 24 juin 1964 à 21h15 à Paris, cancer ascendant Capricorne. Les cancers sont réputés pour avoir des problèmes à l'estomac, c'est leur point de fragilité anatomique. Et c'est vrai que lui est mort d'un cancer de l'estomac, mais après, il faut aussi voir que malheureusement, il a consommé aussi beaucoup de drogue. Et vous voyez d'ailleurs, son thème est extrêmement fragile. Donc là, je ne vous le détaille pas, mais vous pourrez retrouver aisément, puisque
Maintenant, vous avez toutes les explications. Vous avez bien, encore une fois, vous voyez, maison 8, hein, attaqué, et on avait, ce jour-là, on avait des planètes en Gémeaux, on avait Pluton, d'ailleurs, qui était dans sa 12, qui était en Capricorne. Enfin, voilà, vous pouvez après vous-même refaire l'étude, hein, vous verrez, on retombe encore une fois sur nos pieds, hein, il n'y a aucun problème. Regardons maintenant les suicides et les meurtres par balle. On va parler du cas de Bernard Loiseau, donc Capricorne ascendant Gémeaux, né le 13 janvier 1951 à 15h30. C'était vraiment un sympathique, un cuisinier qui n'avait pas supporté le déshonneur, donc là on parle bien de déshonneur, qu'on lui retire une étoile au guide Michelin. Et c'est vrai que les Capricornes sont réputés pour le travail, hein, c'est des gens qui se donnent en général à fond. Et d'après sa femme, il n'avait pas d'autre hobby, et c'est vrai, à part la cuisine, et c'est vrai qu'il a fait aussi un burn-out. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il a Uranus opposition Mercure. On le retrouve, cette configuration-là, dans le thème de Adolf Hitler. Donc là, on pourrait se dire, ah tiens, très intéressant, ça veut dire que ça nous rapprocherait vers la thèse du suicide, etc. Alors, on va regarder tout ça de manière plus approfondie. Donc lui, il y a un soleil en maison 8, carré à Neptune, donc il montre en fait la fragilité de naissance, et semi-carré également à Jupiter. Donc tendance en fait à la déprime, à en faire trop, et donc à pas être heureux en fait, hein. Et, il y a une compensation en tout cas avec le fait qu'il est marqué par le poisson, avec notamment tête du dragon Jupiter. Donc c'est-à-dire qu'il se sacrifie pour le travail, pour les autres finalement. Il cherche la reconnaissance, il cherchait la reconnaissance, mais en se sacrifiant pour les autres. Puisque c'est vrai, quand on est cuisinier, en général, on donne tout pour les autres, hein. On n'a pas beaucoup de vie, surtout quand on est un très grand chef. Mercure en 7, donc on le retrouve en 7, conjonction au descendant, maître de son ascendant Gémeaux, carré à Saturne. Donc là, on retrouve bien encore un terrain de fragilité. En plus, Saturne qu'on retrouve vraiment à la limite, mais vraiment encore une fois en maison 4. Voilà. Et on a Vénus almutène de la 7, qu'on retrouve par contre, hein, qui flirte, qui est en 8. Hein. Et en plus qui est en Verseau. Verseau, signe maîtrisé par Uranus. Uranus, quinconce, donc qui n'est pas en harmonie avec notamment donc Mercure, bien sûr. On n'a pas d'harmonie avec la Lune. Donc tout ça. Et puis on a Mars, hein, la planète de l'impulsion, de l'impulsivité, opposition à Pluton. Donc pulsion de mort, en fait, hein. On a bien l'opposition Mars-Pluton. Alors le jour du suicide, la date, je l'avais noté quelque part. Bon, vous la retrouverez, mais voilà, hein, de toute façon, ce jour-là, c'était le 24 février, je crois que c'était 2002. Voilà. Je vous le dis ça de mémoire, je l'avais noté, et puis je sais pas pourquoi j'ai dû l'effacer sans le faire exprès. Donc vous avez, ben, à nouveau, voilà, le poisson, le signe du sacrifice, hein, qui est entré en résonance, en disharmonie avec sa maison, euh, donc sa maison 12, hein, la maison 12 qui est en Gémeaux, où on a d'ailleurs la lune noire, je ne l'ai pas dit. Donc on avait cette année-là Saturne en 12, puisque en 2002 on avait bien Saturne en 12, opposition à Mars-Pluton en Sagittaire, puisque en 2002 on avait bien Pluton qui était dans le signe du Sagittaire, et on avait Mars ici, hein. Et on avait Uranus qui était à la toute fin du signe du Verseau qui activait Mars-Pluton. D'accord? Donc là, la pulsion de mort, Uranus, donc s'apprêtait à entrer encore une fois en Poisson. Donc là on voit bien à chaque fois des fins de transit, début de transit, finalement qui prennent en tenaille, en fourchette un petit peu les deux axes en fait, axe mutable et axe signe fixe quoi. Et donc Jupiter en Lion, donc on avait Jupiter en Lion, hein, qui activait l'opposition Mars-Pluton en natal, avec Uranus bien sûr en opposition, donc en céleste, hein. Donc là on a bien le symbole du coup de folie quelque part, hein. La pulsion mortifère, avec toujours le côté spectaculaire et médiatique, hein, avec l'axe Lion-Verseau. Et puis on avait également la lune noire en taureau cette année-là, hein. Et puis on peut rajouter Vénus en Capricorne. Donc là, il faudrait faire tout le jeu des correspondances, mais encore une fois, on a bien ici signe mutable, signe fixe, cardinal, par contre est absent. Mais là, il faudrait regarder peut-être l'heure, mais on a Vénus qui est là, donc Vénus, c'est la planète qui gouverne le taureau, justement, hein. Taureau, où on retrouve la lune noire. Donc là, il faut savoir que le taureau, c'est quand même le signe, par définition, pour moi en tout cas, signe de l'alimentaire et signe des cuisiniers. Donc il faudrait voir après l'heure, peut-être que ça nous en dit plus.